Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Ah, ok, d'accord. C'est du voir que je calme un peu, d'accord, ok, j'ai compris. 15, 3, allez, 0. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis Max, votre co-présentateur, accompagné de Jeff. Bonjour tout le monde, très excité d'être avec vous. Max, toujours un plaisir. Alors, je sens qu'on va beaucoup s'amuser aujourd'hui avec notre invité du jour. Partagez, merci Jeff, merci. Alors, aujourd'hui, nous recevons une professionnelle du marketing et de la communication, une professionnelle qui a eu l'occasion de travailler en tant qu'autonome, très belle expérience, et qui est aujourd'hui directrice communication, partenariat et talent de la Chambre de commerce de Montréal-Est. Aujourd'hui, nous recevons Colline. Colline, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Max, bonjour Jeff, ça va très très bien et merci beaucoup en tout cas de m'accueillir sur de mon côté mon premier podcast. Donc merci pour ça. Génial, une première ici, c'est bon, j'adore. Nous sommes honorés. Merci à toi, merci à toi. Alors après cette belle introduction que j'ai pu faire de toi en parlant du fait que tu étais travailleur autonome et qu'aujourd'hui tu es en charge de la communication, du partenariat et des talents à la Chambre de commerce de Montréal-Est, quelqu'un qui essaie de connaître Colline d'un point de vue personnel, c'est qui Colline aujourd'hui? Alors la grande question, en fait j'ai grandi en France. Donc, spécifiquement dans le sud-est de la France, je pense que ça s'entend à mon accent. Mais effectivement, en fait, je suis arrivée à Montréal la première fois en 2010 dans le cadre de mes études. En fait, j'ai toujours travaillé à côté de mes études. En France, on appelle ça l'alternance. C'est vraiment la conciliation travail et puis études. Donc, en fait, voilà, je suis venue à Montréal en 2010 et je me suis dit à la fin de mes études, je vais avoir envie de m'installer à l'étranger et de commencer, on va dire, officiellement dans ma vie professionnelle, ma carrière professionnelle à l'étranger. Et donc, en 2010, c'était pour valider mon bac, donc un bac en gestion et puis marketing international. Donc, j'ai vraiment toujours aimé cette dimension internationale. Le côté voyage s'est beaucoup retrouvé et à la fois dans mon parcours personnel et puis professionnel. Et j'ai terminé en fait ma maîtrise toujours en France. Et il s'avère que dans le cadre de ma maîtrise, j'ai rencontré celui qui est devenu entre-temps mon mari et qui m'a dit, avant la fin de ma maîtrise, moi, j'ai vraiment le goût d'aller m'installer à Montréal. Donc, on s'est dit, bon, c'est peut-être c'est peut-être le moment, c'est peut-être un signe. Donc, on est venus s'installer tous les deux en 2012. Et en fait, on y est resté 3 ans. On a fait un premier aller-retour où on est rentré 2 ans en France. Et puis, on est revenu définitivement en 2017 à Montréal. Donc là, ça fait 3 ans maintenant. Donc, qu'on est réinstallé et puis on accueillera sous 2 mois notre premier bébé. Donc, voilà d'un point de vue personnel le parcours des voyages, des allers-retours et beaucoup de plaisir. Excellent, exclusivité pour nous sur 23 plus 1 podcast. Voilà, merci. Félicitations et merci. Un très bel événement, une belle aventure. Et justement, en parlant de bébé, quand tu étais petite, de quoi rêvait Colline, justement? Eh ben, c'est très drôle parce que petite, voilà, j'ai toujours été très, très curieuse. J'ai toujours aimé voyager. J'ai beaucoup voyagé avec ma famille. J'ai vécu 2 ans à La Réunion. Je suis partie m'installer en Australie quand j'avais 20 ans. Le voyage a toujours fait partie de mon parcours. Et quand j'étais petite, je voulais être, attention, rien à voir, archéologue. Oh, wow. Je voulais voyager, je voulais découvrir des choses et je fais souvent le parallèle en me disant finalement c'est ce que je fais un petit peu aujourd'hui, c'est que je découvre des choses, je voyage beaucoup grâce aux gens, grâce à mon travail et puis je découvre énormément de choses, pas forcément des choses historiques, c'est plutôt des nouvelles choses, mais l'avantage des communications et du marketing, c'est qu'on est obligé de toujours se tenir informé, de se tenir au courant, de découvrir des choses.
ce côté autodidacte. Je pense que les gens qui travaillent dans ces industries savent à quel point c'est important. Puis je pense que c'est un plaisir au-delà d'une nécessité. Donc voilà, comment on passe d'archéologue à directrice communication, partenariat et talent. As-tu vu les Indiana Jones? Mais bien sûr, ça a été beaucoup moins aujourd'hui, plutôt par mes engagements féministes, mais disons que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup. Et je m'identifiais plus à Indiana Jones d'ailleurs que n'importe qui. C'était c'était vraiment un héros. Génial, j'adore. Il y a quelque chose qui a résonné avec moi où est-ce que tu disais, bon, après tes études, tu disais, bon, c'est là que je commence ma carrière, ma vraie vie, puis tu voulais la faire à l'extérieur. Donc, Montréal, retour en France, retour à Montréal. Qu'est-ce qui a motivé ces allers-retours? Puis si tu veux peut-être nous parler un peu de ton parcours professionnel pendant cette chronologie. Bien sûr. En fait, et ça, comme j'ai toujours travaillé à côté de mes études, à chaque fois que c'était soit un stage pour valider en fait mon année, j'ai pu le faire justement donc, en 2010 à Montréal. Ça m'a vraiment donné envie. Oui. Je me suis dit, il y a quand même des choses à faire. Il y a des choses que j'ai appris du fait de mes études en France et de mes différentes expériences professionnelles en France que je pourrais apporter ailleurs. Et à l'inverse, quand je suis revenue en France, je me suis dit, ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert en étant dans un autre pays, je pourrais aussi l'amener. L'aller-retour s'est fait plus pour des raisons, des opportunités professionnelles, en fait, puisque quand on est venu s'installer là, pendant ces 3 années, je suis restée dans en fait, l'industrie textile et la mode au niveau des ventes internationales, puisque c'était mon démarrage dans ma carrière. Et j'ai vraiment aimé, c'est une très belle industrie, il y a énormément de choses à faire. D'un point de vue économie circulaire, c'est un très beau sujet, donc effectivement, il y a des choses à faire. Seulement, le manque d'opportunités font que je me suis retrouvée un petit peu par défaut, puis finalement, on fonctionne toujours par opportunité, à intégrer en fait un centre de formation et un média. Donc, j'ai quitté l'industrie. Je suis rentrée justement dans cette référence, média de référence des communications, du marketing au Québec. Et j'ai vraiment aimé ça parce que je travaillais avec différentes organisations, différentes industries, toute taille d'entreprise. Et le but était de former les gens, de les aider en fait à avoir le plus d'informations possible sur tout ce qui était communication, marketing, le web. Et ça a été un peu une révélation. Je me suis dit, finalement, c'est peut-être ça qui m'intéresse, c'est avoir un côté très transverse et une polyvalence que j'avais peut-être moins en étant dans une certaine industrie. Mm-hmm. Et en fait, on m'a fait une proposition en France qui a motivé en fait mon retour pour rejoindre un cabinet conseil en fait pour accompagner encore une fois les entrepreneurs, les entreprises, que ce soit des PME, des petites PME ou des plus grandes. C'était vraiment très très bon. Donc ce retour a été en plus facilité grâce à cette opportunité. Et puis et en fait, il s'avère qu'une fois que je suis rentrée en France, j'ai eu une autre opportunité pour travailler à la fois entre le Québec et la France, pour aider, encore une fois, les organisations et les entrepreneurs à se développer des deux côtés de l'Atlantique. Puis là, ça combinait, c'était idéal parce qu'effectivement, je me disais, les Français qui ont envie de s'implanter en Amérique du Nord et spécifiquement au Québec, ou à l'inverse, les organisations québécoises qui ont envie de s'implanter en France, comment je peux contribuer. Donc, ça a été vraiment une belle aventure. Et en fait, quand je suis revenue à Montréal en 2017, j'ai eu l'opportunité d'être à mon compte. Donc, on m'a approché en disant, on voudrait lancer un centre de formation. C'est ce que tu avais fait dans ta précédente carrière. Donc, est-ce que ça t'intéresserait? Et je me suis dit, pourquoi pas? Je n'ai jamais été à mon compte, je ne sais pas ce que ça prend, mais en même temps, pourquoi pas? Donc, j'ai fait ça pendant presque 1 an. Et c'est pareil, c'était une très belle expérience avec les aléas de l'entrepreneuriat aussi, parce qu'effectivement, on se retrouve d'un coup tout seul, on n'a plus d'équipe. Ça demande justement d'essayer de bien s'entourer, d'arriver aussi à partager sa façon de travailler entre on va dire la partie plus production, la partie développement d'affaires, la partie comptabilité, des choses qu'on n'a pas forcément à penser quand on est salarié. Donc effectivement, c'était une belle aventure, mais voilà, j'ai eu une énième opportunité pour revenir dans le salariat et j'y suis revenue. Mais mon parcours a été vraiment... je vous dirais, c'est au niveau du soutien aux organisations, que ce soit les entrepreneurs, les petites entreprises, des OBNL ou aussi des PME. Ça a vraiment été ça la référence. C'est de toujours être au cœur de ce soutien-là, que ce soit en termes de développement,
en termes de marketing, de positionnement et en termes de communication, donc vraiment le rayonnement. Et c'est quelque chose que j'aime toujours faire aujourd'hui et que je fais complètement en étant à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, puisque c'est un réseau de à peu près 1250 membres qui sont répartis sur tout le territoire. Et une des missions de la Chambre, c'est vraiment de valoriser l'Est de Montréal. Donc, quand on parle de l'Est, c'est vraiment du boulevard Saint-Laurent jusqu'à Pointe-aux-Trembles et de soutenir en fait ces entrepreneurs et ces entreprises qui font vivre le territoire. Si je peux résumer tout ça, c'est opportunité. Complètement. Complètement. Je pense être quelqu'un qui fonctionne beaucoup aux opportunités et puis à l'intérêt aussi. Ça va peut-être avec, un peu plus tôt, je mentionnais cette curiosité enfant que j'ai toujours aujourd'hui. Ouais. C'est de se dire, si j'y vois un intérêt et que je vais apprendre des choses, je fonce. Je pense que voilà, j'ai besoin de tout le temps me nourrir d'informations, d'apprendre des nouvelles choses aussi. Et donc, les opportunités professionnelles que j'ai eues et le fait que j'ai changé, ça a été motivé par ça, justement. Mais dans ce parcours-là, il y a eu, oui, beaucoup d'opportunités, mais je suis sûr aussi que tu as dû passer à travers certains défis. Ah oui. Je veux dire, autant au niveau du territoire qu'au niveau des différentes organisations que tu as travaillé, de passer de salarié à travailleur autonome à salarié. Oui, ouais, ouais. En termes on parle souvent de résilience puis d'adaptation. Je pense que les gens effectivement, qui émigrent dans un autre pays, qui s'installent à l'étranger, de toute façon, par défaut, il y a une grosse résilience parce qu'effectivement, on repart à zéro. Il faut se refaire un réseau. Il faut aussi voilà, rencontrer des gens au niveau personnel, au niveau professionnel. Ça peut être très difficile. Et je comprends tout à fait que ça ne soit pas du tout une motivation pour la plupart des gens. À l'inverse, ça peut être une extrême source à la fois de défis, mais aussi d'expérience. C'est extraordinaire voilà, de rencontrer, de pouvoir vraiment être à l'endroit qu'on a décidé et de construire le réseau qu'on a choisi. C'est quand même, je pense que c'est une chance. Donc oui, ça a été beaucoup de résilience et beaucoup d'adaptation. Je dirais le plus difficile, ça n'a pas tant été étonnamment de changer de pays. Le plus difficile, ça a été d'accepter un moment qu'il n'y avait pas de débouché dans la carrière que je m'étais choisie. Et là, je parle de ça au début de mon arrivée ici, donc en 2012, où ça faisait à peu près 3 ans que j'étais dans l'industrie textile et la mode. J'aimais beaucoup, je trouvais que c'était, comme je l'ai dit un peu plus tôt, une industrie qui est extrêmement dynamique avec plein de beaux enjeux et de défis à relever, mais manque d'opportunités ici en fait. Et donc je me suis dit à un moment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à essayer de trouver quelque chose ou est-ce que je trouve autre chose et puis je me lance, sachant que j'ai d'autres compétences, je peux peut-être me former. Et en fait, j'ai eu à la fois une très belle opportunité en rejoignant ce média de référence en communication marketing et en web. On m'a donné ma chance. Oui, ça a été un retour en arrière d'un point de vue de mes capacités, mais en même temps, j'avais vraiment envie. Donc j'ai recommencé, puis ça a été un grand plaisir et ça m'a permis en fait d'ouvrir aussi d'autres portes et d'autres possibilités. Et aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être le meilleur move que j'ai fait en fait, de sortir de cette zone de confort et de se dire, parfois on est persuadé qu'on est dû pour être dans un secteur, mais en fait, on va changer de métier toute notre vie finalement. Donc, ce pas en arrière que tu as mentionné, est-ce que tu avais été un peu réfractaire à faire ce pas? Est-ce que tu as fait ce pas, mais à reculons, ou tu t'es dit, je me lance, on n'a rien à perdre, puis on y va? ça a été en 2 temps. À partir du moment où j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, j'y vais, je ne réfléchis pas, puisque ça m'intéressait. Puis le côté formation, en fait, en communication, marketing, en web, ça me plaisait, parce que je me disais, moi, j'aime apprendre. Donc, si je peux permettre à des gens d'aller chercher aussi un apprentissage, waouh, c'est génial, tant mieux. Mais le processus avant a été quand même assez long. J'ai eu 6 à 8 mois où je me suis dit non, je veux rester dans cette industrie. J'ai fait mes études pour ça aussi. J'ai commencé ma carrière là-dedans. Je ne peux pas partir maintenant, c'est trop tôt. Et en même temps, encore une fois, voilà, l'opportunité a fait que je me suis dit, bon, il y a parfois des portes qui s'ouvrent, il faut y aller. Puis, il n'y a pas qu'une opportunité dans la vie. Hein. Je sais que parfois les gens ont tendance à dire, ah, si j'en manque une. Moi, je pense pas. Je pense que souvent, on peut en avoir. Mais il faut savoir les identifier puis se dire, c'est le moment ou parfois, c'est pas le bon moment. Et pour moi, c'était effectivement le bon moment. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de beaucoup de défis. Donc, tu parlais du défi de l'immigration, tu parlais du défi de l'adaptation. Et tu as aussi parlé d'un élément qui est quand même très, très important.
il y a aussi il y a aussi la problématique d'être une femme. Qu'est-ce que, ajouter à tous ces défis-là, ça a été pour toi en arrivant ici, en essayant de faire ta place? Eh ben, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est pas en arrivant ici que ça a été le plus difficile, ça a été les 2 ans de retour en France. C'est D'accord. que, c'est que je pense comment dire, il y a un certain conditionnement quand on grandit en France aussi en tant que femme. On prend des habitudes, on a des réflexes, on se dit que certaines choses sont normales. Euh, En arrivant ici, je me suis rendu compte que finalement, ma condition de femme n'était pas du tout un sujet, en fait. Ça n'a jamais été un sujet, ni mon âge. Ça n'a vraiment jamais été un sujet. Là où en France, on valorise énormément l'expérience, ce qui est assez ambivalent parce qu'on nous dit qu'il faut faire des longues études, mais il n'y a pas assez d'expérience. Ok, mais dans ce cas-là, comment je peux avoir de l'expérience si on me demande de faire des longues études? Bref, c'est toujours un petit peu ambivalent. C'est vraiment quand je suis rentrée en 2015 que j'ai trouvé ça difficile parce que j'ai atteint un âge, j'allais avoir 30 ans, et que c'était vraiment ce fameux plafond de verre dont on parle et on se dit tout le temps, mais est-ce qu'il existe vraiment? Et en fait, oui, il existe vraiment et il fait très mal. C'est qu'effectivement, il y a un inconscient collectif qui est que 30 ans, c'est un âge charnière. Voilà, on va probablement faire des enfants, donc on va probablement arrêter de travailler, on va probablement mettre notre employeur en difficulté, alors que dans les faits, un congé maternité en France est de moins de 4 mois. Donc, c'est quand même très, très court. Donc, c'est là où ça a été le plus dur. Ça a été le plus dur parce que j'ai eu des questions qui, ici, sont considérées comme étant illégales. Et en France, pendant des entrevues, on me disait, mais c'est quoi vos projets de vie? Quels sont vos projets personnels? Et je ne voyais pas le lien entre mes compétences professionnelles et puis, en fait, mes projets familiaux. Et c'est plutôt ça qui a été difficile. Ça a été de se rendre compte que c'est un vrai sujet en France. Et je dis en France et probablement dans d'autres pays d'Europe, mais c'est un vrai sujet là où en Amérique du Nord, ça l'est moins. Et au Canada et au Québec, ça l'est vraiment moins. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu une motivation de revenir en 2017. Et je trouve encore aujourd'hui qu'on a de la chance. On a vraiment de la chance en étant au Québec parce que en tout cas, ce sujet-là est beaucoup moins difficile et nous permet beaucoup plus de liberté, de possibilités. Et on s'en rend compte en ayant grandi en France. Oui. Et par rapport à ça, tu as eu une expérience au Québec en tant que travailleur autonome, justement, et travailleur autonome, mais en tant que femme également. C'est quoi ton expérience par rapport à tout ça? C'est une très bonne question parce que ça a été une année ça a été un projet autant extrêmement enrichissant que difficile parce qu'effectivement, il y a eu cette affaire d'opportunité où on se lance et on se dit, bon, c'est que c'était aligné. Et puis après, viennent les questions. Et les questions soulèvent toujours cette question et c'est un sujet très, très féminin, mais la question de la légitimité. Est-ce qu'à 30 ans, être consultante, en tout cas être à mon compte pour accompagner des entrepreneurs qui ont parfois beaucoup plus d'expérience et d'années d'expérience que moi, est-ce que je suis vraiment légitime dans ce rôle-là? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que c'est vraiment ce syndrome de l'imposteur qui est un peu plus difficile, mais qu'on retrouve dans finalement toutes les facettes qu'on soit salarié, qu'on soit travailleur autonome? Je pense que c'est d'autant plus violent en étant à son compte parce qu'effectivement, on a un isolement. On parle beaucoup de l'isolement de l'entrepreneur et c'est vrai que quand on se lance, voilà, on a un petit peu peur, on ne sait pas où commencer pour aller chercher des clients, combien je vaux sur le marché, finalement, comment je me quantifie. Toutes ces questions-là, c'est assez difficile et effectivement, il faut en parler, il faut rejoindre des réseaux, il faut s'entourer et c'est des choses qui ne sont pas forcément très évidentes au départ. Parce que selon, encore une fois, peut-être son éducation, où est-ce qu'on a commencé à travailler, on peut avoir deux points de vue. Par exemple, en France, on nous dit souvent, oui, ne te fais pas voler ton idée, ne parle pas trop de ce que tu as en tête. Là où en Amérique du Nord, on va nous dire, parle-en, tu vas trouver quelqu'un pour t'aider, tu vas peut-être trouver un associé, tu vas peut-être trouver un fournisseur, tu vas trouver ton premier client si tu en parles. Et c'est le meilleur avis qu'on m'ait donné, c'est oui, il faut en parler. Donc oui, ça a été une très belle année parce que ça m'a sorti d'une énorme zone de confort, ça m'a prouvé que j'étais capable et ça m'a prouvé aussi que c'est aussi une affaire de temps et de préparation. Être travailleur autonome, faut pas se lancer comme ça. Il faut, en tout cas de mon avis,
Voilà, faut se préparer. Il faut se préparer parce qu'effectivement, il y aura des moments un peu plus difficiles, il y aura des moments de creux, des moments où il y aura moins d'activité. Il faut être capable de faire ça face à ça, et en tout cas de l'anticiper. Donc, c'est vraiment le retour sur l'expérience, mais sans regret. Et on ne sait jamais, peut-être que plus tard, je le découvrirai à nouveau. Ben, j'allais te la poser la question, mais c'est bien, tu as répondu avant. Et justement, à travers ce parcours-là, on est sûr qu'il y a eu beaucoup de belles réalisations. Si aujourd'hui, on te demande, Colline, quelle est ta plus belle réalisation, ce serait quoi? Par exemple, là, actuellement, dans le cadre de tes responsabilités à la Chambre de commerce de Montréal-Est. Ça, ce qui est très, très fun, c'est que on a tous vécu, toute organisation confondue et tout professionnel, on a vraiment vécu une période très difficile. Là, et on va probablement encore en vivre. Donc, les 6 derniers mois, il y a eu un ralentissement, voire un arrêt pour beaucoup. En tant que chambre de commerce, on était sur le devant parce qu'on devait soutenir justement les membres, on devait soutenir les organisations. Et les chambres de commerce ont toujours eu un modèle d'affaires de regroupement professionnel, de soutenir via des événements. Et là, on se rend compte qu'on ne peut plus se réunir, on n'a pas le droit de se réunir et de toute façon, personne n'avait envie. Donc, c'était très difficile de réinventer son modèle d'affaires et ses possibilités. Puis, comment aider les gens qui ont besoin de continuer à échanger, à faire des affaires, surtout à échanger, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a tous vécu du télétravail plutôt forcé, ce qui n'était peut-être pas une norme dans certaines industries. Mais finalement, rien ne vaut le contact humain, le fait de se voir, le fait d'échanger. Donc, comment on peut pallier à ça? Et en fait, on a pris la décision pendant la période vraiment de crise, donc c'était au mois de mai-juin. On s'est dit à la Chambre, il faut qu'on propose un outil qui soit beaucoup plus performant pour nos membres, pour justement les aider à développer leurs affaires pendant cette période, à garder le contact pendant cette période, à continuer à échanger pendant cette période. Donc, en fait, on a pris la décision de faire la refonte de notre site. C'était un projet qu'on reportait depuis plusieurs années en se disant ça fonctionne, on verra, c'est peut-être pas encore nécessaire. Et là, on s'est dit il faut qu'on ait une plateforme qui soit ultra performante pour nos membres, mais également aussi pour nos partenaires, puis pour les visiteurs, des gens qui sont intéressés par qu'est-ce qui se passe dans l'Est. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a lancé la refonte du site en période de crise. Ça a été un gros morceau. On a travaillé à distance là où auparavant on se serait retrouvé chez notre prestataire de service, donc notre agence, on aurait pu se voir toutes les semaines. Là, on l'a fait par visio. C'était assez étrange, mais finalement, encore une fois, c'était très fun. C'était une belle situation. Et puis là, le site va être livré sous quelques semaines. Donc je n'ai pas de date exacte parce qu'on sait que ça traîne toujours les livraisons de sites. C'est tout à fait normal, mais voilà, on est très, très fiers de se dire qu'on va proposer un outil qui va être beaucoup plus performant, qui va permettre plus de maillage, plus de liens entre les gens. Et puis justement que la communauté de l'Est et les entrepreneurs vont pouvoir justement être encore mieux valorisés. On va pouvoir optimiser leur rayonnement et on espère que ça leur permettra justement de développer des nouvelles affaires. Donc ça, on en est vraiment fiers. Eh bien, on en a hâte. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. On a très hâte et on va se faire le plaisir de le partager avec notre communauté. C'est très apprécié. Je vous enverrai ça, mais avec grand plaisir. Génial. Écoute, je reviendrai peut-être à Colline, l'archéologue. Ça va me poursuivre. J'ai déjà des idées de création. Je te dis, OK, qu'est-ce que c'est le genre de visuel que je vais être capable de faire? Mais bon, je vais m'amuser. J'ai hâte de voir ça, oui. Non, mais au fait, ce que j'allais te demander, je trouve ça génial comment tu pallies le personnel, le professionnel. Mais si on revient un peu sur le personnel, tu fais comment pour... Tu as l'air d'une personne très occupée. En plus, là, avec la petite qui je ne sais pas c'est quoi le sexe, mais... un petit gars. Un petit gars, bon, oui. un petit garçon qui arrive. Comment tu fais pour pallier professionnel, personnel, des passions? Est-ce que tu as des passions qui t'animent? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour un peu sortir de ton quotidien? De ce quotidien, oui. Ouais, c'est pareil, c'est vraiment une bonne question parce que si mon mari m'entendait ou mes collègues de travail, ils rigoleraient en se disant Colline, on sait qu'elle travaille très fort, donc elle va donner des conseils pour essayer d'en rire. Mais, non, effectivement, je pense que, encore une fois, la situation qu'on a vécue ces 6 derniers mois
ça a permis de vraiment, en tout cas, ça a mis en évidence cette nécessité qu'on avait de faire la part des choses. Parce que finalement, quand on se prépare le matin, qu'on va au bureau, qu'on voit les collègues, qu'on travaille, on peut partir un peu tard, on peut prendre encore quelques courriels en rentrant, mais on rentre chez nous à un moment. Là, on travaille de chez nous, on se lève le matin, on est chez nous, on termine le soir, on est toujours chez nous, puis c'est très difficile de couper. Donc, c'est toujours pas simple aujourd'hui, puis ça, je pense que ça l'est pour personne. Mais effectivement, ça a été une nécessité. C'est de se dire à un moment, il faut que notre environnement de travail, qui est aussi notre lieu de vie, on puisse faire la part des choses. Donc, c'est assez important. Moi, effectivement, je me dis tout le temps, je me retrouve à co-travailler avec mon mari. Donc on s'accorde des moments de lunch le midi. Donc, chose qu'on faisait avec nos collègues de travail avant, au moins, on a des moments qu'on n'avait pas avant. Et finalement, je me dis, c'est assez précieux parce que c'était rare qu'on puisse, par exemple, luncher ensemble les midis. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très, très appréciables. Puis, je pense que tout le monde a trouvé comme ça des petites choses pour pallier. Après, à côté de ça, je lis énormément. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup lu. Mais effectivement, ce besoin de s'aérer la tête, de sortir un petit peu des écrans et puis du travail aussi. Donc c'est ça. Ça fait 1 an que j'ai lancé un club de lecture. Donc là, normalement, il y a la 2e saison qui s'en vient. On est 7 femmes à avoir rejoint ce club. Donc, pour l'instant, exclusivement féminin. Mais on ne sait pas ce qui se passera par la suite. Et effectivement, on se rencontre toutes les 6 semaines en moyenne pour pouvoir échanger sur nos lectures. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire parce qu'on parle très facilement du dernier film qu'on a vu, voire même d'un podcast qu'on a écouté. Mais finalement, les lectures, c'est toujours un petit peu plus difficile. Donc, c'est un exercice. C'est un très bel exercice. Et puis, ça permet de découvrir des auteurs et des autrices qu'on ne connaissait pas et de se trouver une activité à côté. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, voilà, entre autres. Ton livre de chevet en ce moment, c'est quoi? Alors, là, je vais en attaquer un parce que j'en ai terminé un qui était un thriller agréable, mais sans plus. Mais là, je vais réattaquer un de mes auteurs préférés qui est Stephen King, qui a sorti énormément de livres ces dernières années. Et là, je vais attaquer L'Outsider de Stephen King. Donc, j'ai bien hâte parce que je suis rarement déçue par ses livres. Et en parlant de déception, nous sommes malheureusement déçus parce qu'on arrive à la fin de cette entrevue. Et oui. Très riche et très passionnante. Et pour rebondir justement sur les livres, on arrive à ce qui est la minute signature. La minute signature, c'est la minute où tu nous partages une phrase qui t'a inspiré ou qui t'inspire. Et justement, à travers toutes tes belles lectures, quelle est ta créativité, ta production pour nous inspirer et inspirer toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Eh bien, je ne vais même pas avoir une citation de livre, c'est plutôt un proverbe que je me répète souvent parce que je trouve qu'il va bien dans le milieu professionnel, mais aussi dans le personnel. Et ça va être un peu cliché, mais c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Parce qu'en fait, finalement, on en revient à ce qu'on disait en tant qu'entrepreneur, mais même dans les affaires en général, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et quand je dis des bonnes personnes, il ne faut pas avoir peur de s'entourer des personnes qui sont encore plus brillantes que soi, des gens qui sont doués, des gens qui vont nous apprendre des choses, qui vont nous tirer vers le haut. Je pense que c'est très, très important. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire au quotidien. Et voilà, j'ai une équipe de travail qui est vraiment formidable. Et dans le perso aussi, c'est important parce que finalement, les personnes qui vont nous soutenir, quand on va prendre des décisions de reconversion professionnelle ou peut-être d'accepter une promotion ou pas, c'est notre réseau, nos amis, nos conjoints, nos conjointes. Donc, c'est important justement d'être ensemble, de soutenir et de se serrer les coudes. Et je pense qu'on l'a tous vécu avec ces derniers mois, ce qui s'est passé là, c'est vraiment important de remettre un petit peu au cas où on l'a oublié, mais de remettre de l'empathie au milieu de tous nos échanges. C'est important. En tout cas, chose certaine, on ne pourrait pas demander mieux dans ton partage. Je pense que c'est vraiment d'à propos avec l'actualité. Et comme tu le dis, notre entourage, c'est sûr qu'il en est pour beaucoup où est-ce qu'on en est. Donc, merci infiniment pour ce partage. Puis surtout, je suis convaincu qu'il va y en avoir plusieurs qui vont être inspirés par ton message, par ton partage, par tes expériences.
Donc, merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci Max et Jeff, parce que c'est une très belle opportunité aussi. Et j'espère que, en tout cas, si ça peut inspirer certains, tant mieux. Et ouvrir des discussions encore mieux. Absolument. Ben, écoutez, merci à tout le monde. Merci tout le monde à la maison comme ailleurs qui nous écoute. On est toujours honorés que vous preniez le temps de nous écouter. Max, c'est toujours un plaisir. Partagez, Jeff. Merci. Colline, merci. Donc, je vous encourage tout le monde à nous suivre sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Également de suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Donc, à tout le monde, merci encore et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. Merci.